Vous savez que ce qu'on appelle les soulèvements arabes, les printemps arabes, tout ça, ont concerné 6 pays. La Tunisie, tout a commencé un 17 décembre 2010. Ensuite, la Libye, en ordre chronologique, l'Égypte, Bahreïn, la Syrie et le Yémen. Ces 6 pays ont connu des soulèvements de nature et d'origine différentes, mais leur caractéristique commune, c'est de s'être soulevés contre les dictatures, qu'elles soient républicaines ou qu'elles soient monarchiques. Pourquoi je dis ont connu des modalités différentes? Parce qu'une autre des simplifications, peut-être que l'on constate dans l'analyse, dans les analyses occidentales d'aujourd'hui, c'est de mettre tous les pays du monde arabe dans le même sac, si je puis dire. Alors, le monde arabe est un vaste espace qui va de l'océan Atlantique jusqu'au golfe arabo-persique, où les histoires ne sont pas les mêmes, et où les conditions, disons, politiques ne sont pas les mêmes, surtout de faire des différences entre les pays du Maghreb, d'un côté, et les pays de ce qu'on appelle le Mashrek de l'autre, c'est-à-dire l'Occident du monde arabe d'un côté, l'Orient du monde arabe de l'autre, en n'oubliant pas que les pays du Golfe connaissent également des configurations tout à fait différentes. Alors, bien entendu, vous avez prononcé le mot de bilan. Au bout de 5 ans, le bilan ne peut être que tout à fait provisoire. Je vais vous peut-être faire une petite comparaison. La première séquence de la Révolution française a éclaté le 14 juillet 1789. Il est évident que en 1792, en 1800, en 1810, en 1850 aujourd'hui, on ne fait pas le même bilan de la Révolution française. Et que donc, en 1792, eh bien, le regard que l'on portait sur la Révolution française n'est pas le même que 10 ans après. Donc, j'insiste sur le fait que le regard que l'on peut porter aujourd'hui sur ce qui s'est passé et sur ce qui se passe encore dans le monde arabe est un bilan d'étape. Et c'est une étape. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je crois qu'en 2011, avec les soulèvements dans le monde arabe, s'est ouverte une nouvelle séquence historique dans cette région. Une nouvelle séquence historique dont nous voyons aujourd'hui le début. 5 ans, c'est très peu de choses. Alors évidemment, en 5 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Mais historiquement, 5 ans, ce n'est pas grand-chose. C'est une crise qui s'est ouverte, une séquence durable, et qui va durer encore des années, certainement, parce qu'on assiste aujourd'hui à une recomposition d'une partie de cette région, et c'est là qu'il y a une différence entre le Maghreb et le Mashrek. Le Maghreb ne se recompose pas géopolitiquement, le Mashrek se recompose géopolitiquement, avec un certain nombre de points forts. La remise en cause des frontières coloniales au Mashrek, issue du partage de l'Empire ottoman à la fin de la Première Guerre mondiale. Les fameux accords Saïx-Picot, dont on parle beaucoup en ce moment. Également, autre dossier qui n'est pas refermé, c'est évidemment le conflit israélo-palestinien et la non-solution de la question palestinienne qui pollue, si je puis dire, tous les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques de la région. Autre point qui me semble important, la confessionnalisation des conflits par un regard occidental très confessionnalisé également, surtout depuis l'invasion de l'Irak en 2003 par les Américains. Donc, voilà quelques éléments, disons, sur lesquels peut-être nous pourrons revenir. Ce que l'on peut constater, en premier lieu, c'est que ces soulèvements ont tous commencé à peu près de la même façon. À peu près, même si aujourd'hui, les situations dans les 6 pays sont radicalement différentes. Ils ont tous commencé à peu près de la même façon, c'est-à-dire des revendications sociales et des revendications politiques. Revendications sociales, puisque la révolution tunisienne a commencé par le suicide par immolation d'un jeune chômeur qui protestait contre sa condition, et revendications politiques parce que ces soulèvements ont tous commencé de la même façon par
des manifestations qui traduisaient des aspirations politiques très profondes et les mots d'ordre des premiers soulèvements, que ce soit à Bourguiba à Tunis, que ce soit Place Tahrir au Caire, que ce soit à Benghazi en Libye, c'était la fin des dictatures. Et trois mots clés que l'on a entendus dans tous ces soulèvements: la justice, l'égalité, la liberté, la démocratie. Et je peux dire qu'au début, même si après une dimension religieuse est venue se greffer sur ces soulèvements, au début, ces soulèvements étaient totalement areligieux. Ils n'étaient pas religieux, ils n'étaient pas irreligieux, ils n'étaient pas religieux du tout. C'est-à-dire que Dieu ne faisait pas partie des manifestants dans les soulèvements de la ville populaire à la place Tahrir ou à Dera en Syrie, etc. Je crois qu'il faut retenir cela. Cela ne veut pas dire que ces sociétés ne sont pas travaillées par la question religieuse. Bien sûr qu'elles le sont, mais de façon beaucoup plus complexe qu'on a pu le dire. Alors, je vais très rapidement revenir sur les 6 cas qui permettent dans l'ordre à peu près chronologique. En Tunisie, donc je vous le disais, l'immolation par le feu de Mohamed Bouazizi, le 17 décembre 2010, dans une petite ville de l'intérieur du pays, a s'y propagé comme une traînée de poudre et a abouti le 14 janvier 2011 à une grande manifestation dans les rues de Tunis et, presque à la surprise générale, le soir même, le général Ben Ali, qui était au pouvoir depuis 23 ans, a pris la fuite pour l'Arabie Saoudite, où il est encore. Et depuis, eh bien, nous assistons en Tunisie à la problématique construction d'une démocratie. Difficile et problématique, mais le cas particulier de la Tunisie est intéressant. C'est le seul pays qui n'est pas tombé dans le chaos et qui n'a pas connu de restauration militaire. Donc, en fait, malgré des problèmes intérieurs extrêmement importants, malgré les menaces extérieures très importantes aussi, puisque la Tunisie partage presque 400 km de frontières communes avec la Libye, et la Libye est un État qui est entré dans le chaos, eh bien, on a assisté à différentes phases d'installation d'un nouveau régime démocratique, symbolisé par l'adoption d'une nouvelle constitution qui a été adoptée après un grand débat politique dans le pays et avec l'arrivée au pouvoir après les premières élections libres d'octobre 2011 du parti islamiste Nahda et sa défaite aux élections d'après, c'est-à-dire de décembre 2014. Aujourd'hui, le parti Nahda est redevenu un parti majoritaire au Parlement, nous en parlerons aujourd'hui. Donc, disons si je devais résumer, une évolution politique à la fois agitée et apaisée. Agitée, très agitée, mais qui n'est jamais tombée dans le conflit civil. Voilà. Et aujourd'hui, c'est difficile, mais qu'il y a quelque chose qui ressemble à la construction d'une démocratie. Une démocratie ne se construit ni en 6 mois, ni en 2 ans, ni en 5 ans. Ça continue. La Libye. La Libye, vous le savez, à la suite de la Tunisie, les Libyens, à commencer par la ville de Benghazi au sud de la Libye, se sont révoltés contre la dictature du colonel Kadhafi. Et pour des raisons diverses et pour des intérêts divers surtout, les pays occidentaux menés par la France sont intervenus pour accélérer la chute de la dictature de Kadhafi. Le problème, c'est que les pays occidentaux sont intervenus pour accélérer la chute de cette dictature et qu'ils ont laissé tomber la Libye du jour au lendemain. Du jour au lendemain. Donc voilà le dictateur chassé, tué, et la Libye n'a aucune, contrairement à la Tunisie d'ailleurs, et contrairement à l'Égypte, n'a aucune tradition étatique. Aucune tradition étatique, et très vite, eh bien, le vide laissé par la chute de la dictature a été remplacé par un chaos dont la Libye n'est pas encore sortie. D'une certaine façon, si je voulais être simpliste, je dirais que les Occidentaux sont intervenus
et n'ont assuré aucun service après-vente de leur intervention. Donc on laissait la Libye se débrouiller toute seule avec des forces contradictoires, et donc la Libye aujourd'hui est livrée, disons, à une série de forces policières avec les tentatives infructueuses jusqu'à aujourd'hui occidentales d'installer un gouvernement reconnu par tous et l'implantation de l'organisation État islamique, car évidemment ce type d'organisation profite du chaos pour s'implanter dans les pays. Et donc dans la région de Sirte, l'organisation État islamique a des bases importantes. L'Égypte. L'Égypte, vous savez que l'Égypte est gouvernée par l'armée depuis 1952, depuis le coup d'État des officiers libres en 1952. Donc, en février 2011, les Égyptiens se révoltent et tout le monde garde en mémoire ces magnifiques images de la place Tahrir à l'époque. Et le 25 février, si mes souvenirs sont bons, non, je vais en prendre trois. Le 25 février, le président Moubarak tombe et s'installe, disons là aussi, une tentative de construction de la démocratie. Comme j'ai pratiquement plus de temps à moi pour intervenir, je dirais simplement que le parti islamiste, l'Ikhwan, est arrivé au pouvoir par des élections démocratiques, a suscité, par sa volonté dictatoriale du président Morsi, le mécontentement des Égyptiens, et que l'armée a profité de ce mécontentement pour faire un coup d'État militaire le 3 juillet 2013 et pour récupérer la totalité du pouvoir politique et économique également. Au Bahreïn, ça s'est passé très vite. Le Bahreïn est une des petites monarchies du Golfe et la révolte des Bahreïnis a été immédiatement matée par une intervention militaire des pays du Conseil de coopération du Golfe menée par l'Arabie Saoudite. Les Occidentaux là ne sont pas du tout intervenus pour tenter d'aider les démocrates bahreïnis, ont laissé l'Arabie Saoudite mater la révolte bahreïnie. Au Yémen, vous avez eu le départ du dictateur de l'époque, Saleh, mais il n'y a pas eu de véritable changement de régime. Mais ce qu'il y a eu, c'est que une dissidence, ce qu'on appelle la dissidence Houthi, a gagné du terrain au Yémen, soutenu par l'Iran, et depuis un peu plus d'1 an, l'Arabie Saoudite est intervenue au Yémen avec la bénédiction occidentale d'ailleurs, pour tenter d'écraser la rébellion Houthi. Elle n'est pas encore arrivée. Pour l'instant, on peut dire que la coalition menée par l'Arabie Saoudite a écrasé le Yémen sans écraser la rébellion Houthi. Enfin, la Syrie. Je serai bref sur la Syrie puisque nous avons un collègue syrien qui va intervenir. La Syrie était gouvernée depuis des décennies par une des dictatures les plus féroces de la région, qui est la dictature de la décennie Assad, le père Hafez al-Assad, mort en 2000, et il y a eu une succession dynastique. C'est son fils qui a été nommé Bachar al-Assad. En mars 2011, un soulèvement, pareil aux autres démocratiques, commence par la ville de Deraa en Syrie et est réprimé avec une brutalité inouïe. Et disons que la militarisation de la révolte syrienne est due à 2 facteurs, à mon sens. D'un côté, la férocité de la répression et la volonté du régime de Bachar al-Assad de présenter cette révolte comme une mainmise du terrorisme islamiste sur la Syrie. Et de l'autre côté, effectivement, la volonté des pays du Golfe, essentiellement l'Arabie Saoudite et le Qatar, de militariser la révolte syrienne pour essayer de renverser le régime de Assad. Et depuis, pour aller très vite et excuser mon schématisme, eh bien, on peut dire que toutes les puissances mondiales et régionales se battent à mort par Syriens interposés. Voilà. Et que donc, la Syrie est une tragédie régionale sur laquelle j'espère nous aurons l'occasion de revenir pour essayer de comprendre la position américaine, la position russe
et les positions régionales. Je vous remercie. Изграждането на демокрацията в арабския свят, който в продължение на 60-70 години е управляван от диктатури от азиатски тип, много трудно може да се говори за демокрация в рамките на 5 или 10-20 години, тъй като нещата там в обществото, в всички общества в арабски свят, те са много сложни. Да не забравим, че голяма част от тези арабски страни, особено Ирак, Сирия, Йемен, Бахрейн, както тя посочи, да не забравяме Ливан, в който е наредена втора гражданска война. Бих казал, че там етническо, религиозно, сектантско противопоставяне на много високо ниво произвежда голяма доза омраза между различни тези общности и групи, и това ние го виждаме в момента, всички ние го виждаме в това, което се случва в Сирия, в Ирак и в Йемен. Има две сили, които стимулират този съблъсък. От една страна Иран, която представлява себе си като представител на цялата шиитска общност в света, без самите шиити да искат всичките да бъдат представени от тая държава. А в същото време срещу нея се появява една друга държава, Саудитска Арабия, която опитва и прави всичко възможно да противопоставя на Иран, представяйки себе си като представител на целия суннитския свят, без този свят да иска да бъде предоставен от тази държава. Двете държави не са демократични. Тук обаче искам да обърна внимание на много важно нещо. Значи, да не трябва да забравяме, че арабската пролет представлява четвъртата вълна от трансформации, от диктатури в демокрация в света. Първата беше в Южна Европа. Вие се спомните, голяма част от тях ви се спомня, в Португалия 1974 година, в Гърция 1974 година, Испания 1977 година, след това идва втората вълна. Това Южна Америка. Биро 80-та година, Боливия 82 година, Аржентина 83 година, Бразилия 85 година, Чили 90-та година, Парагвай 93 година и стигаме до третата, това е Източна Европа в началото на 90-те години. Тук е много важно, трябва да видим какво се различават и какво се приличат тези трансформации. В Южна Европа те се отличаваха чрез местния характер. Нямаше тук външният фактор. В Южна Америка това беше смес между вътрешен и външен фактор. Третата, това е Източна Европа, това е разпада на Съветски съюз и прекратяването на студената война. И някои от много анализатори и в България, и в арабския свят, ако щете, и в Европа, те какво ни написаха и описваха арабската пролет? Като кошмар, като зима и така нататък. Обаче те забравиха, че има много вътрешни неща, които доведоха до това. И именно, и ще
Свършвам това, защото да просоча моето време. Тук има нов фактор в тази трансформация. Това фактора на глобализацията и продуктите на глобализацията. Какво мислят 5 години след началото на арабската пролет? Мисля, че арабска пролет няма. Няма, защото не се случи нищо такова, с изключение на Тунис, разбира се. И когато говорим за арабска пролет, смятам, че трябва като журналисти, като експерти, дипломати, да се върнем назад във времето и да се опитаме да оправим тази грешка, с която наложихме на обществото един неверен термин. Защото арабската пролет би трябвало да се нарича само и единствено революцията, т.е. събитията, които се случиха в Тунис в края на 2010 година. И нищо друго. Защо смятам така? Най-голямата ни грешка беше там, че ние всъщност поставихме един общ знаменател за всичко това, което се случва в арабския, мюсюлманския свят, в Близкия изток и в Северна Африка, от бунтовете в лагера Гидим Изик. Сигурен съм, че много от вас не знаят даже къде се намира това. Намира се в южните части на Марокко, някои го наричат Западна Сахара. От тези събития до протестите, разбира се, преминавайки през протестите за цената на увеличените продукти, увеличената цена на продуктите в Алжир, през демонстрации в Султаната Оман и събития в Бахрейн. Разбира се, тук пропускам големи и важни неща, като тези, които се случиха в Либия и в Сирия. Не случайно, просто защото всички тези отделни компоненти бяха грешно от нас поставени под общ знаменател. Според мен това ни подведе ужасяващо, тъй като ние също така подведохме обществото, като казвам, ние имам предвид журналистите най-вече, представяйки всички тези много различни неща, случващи се поради различни причини, поради различни обстоятелства, подбудени от различни фактори, като нещо единно, като нещо, което сравнявахме с падането на Берлинската стена. Да, може и да има някакви общи сходства, но с течение на времето се убеждавам, че все по-малко такива можем да правим. Защото ако в Тунис от днешна гледна точка можем да кажем, че имаме някаква трансформация, то в Либия и Сирия имаме тотална дестабилизация. В Египет имаме тъжна и безусловна реставрация. Арабска пролет няма. В Сирия дали може да има демокрация, разбира се. Сирийският народ е светски народ, който винаги е свикнал съжителство, дали християни, дали арменци, дали всякакъв вид и наистина всеки се от ислама или от християнство си го има, дори неверници има. В смисъл такъв неверници към някоя си религия. Въпросът ми е дали ще може да има демокрация в Сирия, разбира се, и като самият сирийски народ има 17 милиона сирийци, не живеят в Сирия от 70-та година, когато бащата Асад пристига на поста си. Така че тези хора са сирийци. С този дух искат да пренесат тази демокрация в Сирия. И затова се стремиме в момента да стигаме до този момент, който да имаме тази възможност да живеем и ние като сирийци в Сирия с мисълта на демокрация и свобода в Сирия. Това, което живеем ние като сирийци извън Сирия, да го пренесем в Сирия. Но, за съжаление, това явно не носи добре резултат за световните сили, включително Америка и Русия. В момента това е най-големия проблем. Не може да се решават интересите за Сирия. Кой за коя територия, кой интерес, къде петрова ще се даде, дали Турция се взима, дали самия режим купува от исламската държава
Тук въпросът е никога не се знае, въпреки че сателитите дали на Русия или на Америка могат да видят под земята няколко километра, но не се виждат този петрол или тези групировки какво вършат. Интересът наистина на големите сили така да се продължава в Сирия. Аз говоря за Сирия точно. Трябва да продължава така. Трябва да се излизат помежду си, докато се решават интересите. Няма решение дали едната част принадлежава на Русия, другата част принадлежава на Америка. Тоест, вие допускате, че всичко ще се успокои в момента, в който се раздели Западен от Източен Берлин? Бих казал, когато се разбере Путин и Хилари Клинтон или Трамп, когато ще е, тогава ще има мир в Сирия. Защото това е буквално, което го ви казвам, но самия факт от сирийците, които живеят там. Не може днеска един сириец става сутрин и казва, ние овладнани от кой? От крайните ислямисти, от режима на Асад, от революционери, не се знае. Самия сириец не знае в една територия на кой принадлежи. Днеска на Русия, утре на крайните ислямисти, след това на режима и така нататък. Така че този проблем се решава само единствено, когато има разбирателство между западните сили помежду си.